Lorsque les premiers rapports du front oriental parvinrent au quartier général de Bucarest à la fin de l'année 1942, ils ne ressemblaient plus à des documents militaires, mais à des avertissements d'une catastrophe imminente. Les unités blindées roumaines disparaissaient en quelques jours, anéanties par des canons soviétiques capables de transformer un char léger en un brasier en un seul tir. Les équipages, terrifiés par la puissance de feu adverse, écrivaient que leur véhicule n'était plus qu'une fragile enveloppe de métal, incapable de tenir face aux T-64 et aux batteries anti-chars qui apparaissaient partout sur le front comme des éclairs imprévisibles. Jamais auparavant Bucarest n'avait été confronté à une telle urgence stratégique. Ion Antonescu, entouré de cartes couvertes de marques rouges, comprit ce que ces rapports signifiaient réellement. La Roumanie ne pouvait plus dépendre des livraisons de blindés allemands. Le Reich envoyait tout ce qu'il produisait à Stalingrad et à Kharkov, et les convois destinés à ses alliés fondaient comme neige au soleil. S'il voulait éviter l'effondrement de son armée, il devait prendre une décision qu'aucun dirigeant roumain n'avait osé envisager jusqu'alors. Créer une arme que personne n'attendait. Une machine conçue non pour rivaliser avec les mastodontes allemands ou soviétiques, mais pour les contourner. Cette prise de conscience marqua le point de départ d'un projet audacieux, presque irréel dans un pays dont l'industrie se débattait avec un manque chronique de ressources. Antonescu convoqua une poignée d'ingénieurs triés sur le volet. Parmi eux, Constantin Guirle, un professeur respecté, capable de transformer des idées théoriques en solutions pratiques, ainsi que plusieurs officiers spécialisés dans la mécanique de terrain. Le maréchal leur présenta une mission que beaucoup considéraient comme impossible. Concevoir un chasseur de chars capable de frapper vite, de frapper fort et de disparaître avant que l'ennemi ne puisse riposter. La première réunion fut glaciale. Comment construire un véhicule blindé alors que les usines roumaines peinaient déjà à produire des camions? Comment rivaliser avec des armées qui possédaient des décennies d'avance technologique? Certains ingénieurs murmurèrent que la tâche dépassait leurs capacités. Mais Guirle, observant les plans du front, remarqua un détail auquel personne ne prêtait plus attention depuis des mois. Les dépôts militaires débordaient d'épaves soviétiques capturées pendant les premières offensives. La plupart étaient inutilisables, réduites à des carcasses tordues par les combats. Mais au milieu des ruines se trouvaient des coques de T-60 à peine endommagées, abandonnées parce que leur moteur manquait de pièces ou parce que leur tourelle était détruite. L'idée frappa Guirle comme une évidence. Si l'on retirait la tourelle, si l'on renforçait la suspension et si l'on soudait une superstructure fixe capable de soutenir un canon lourd, alors ce déchet soviétique pourrait renaître sous une forme totalement différente. Un véhicule léger, discret, facile à camoufler, capable de tendre une embuscade à un blindé soviétique bien plus massif. L'ingénieur ouvrit son carnet et y esquissa une silhouette basse, presque trapue, dominée par une pièce d'artillerie en position rigide. La salle devint silencieuse lorsqu'il présenta son dessin. Pour la première fois depuis des semaines, la possibilité d'une solution apparaissait. Le choix de l'armement s'imposa rapidement. Les arsenaux roumains contenaient plusieurs canons soviétiques de 122 mm capturés avec leurs munitions. Ce calibre terrifiant pouvait briser n'importe quel blindage si le tir était correctement placé. L'idée d'installer une telle pièce sur un châssis aussi léger semblait folle, mais personne n'avait encore une alternative crédible. Le prototype devrait survivre à une force de recul gigantesque. Si le système ne se disloquait pas au premier tir, alors tout devenait envisageable. Les travaux commencèrent dans un atelier improvisé, où les ingénieurs démontèrent des T-60, découpèrent leurs plaques, renforcèrent les longerons et soudèrent une chambre de tir formée de 4 panneaux inclinés. La cabine était si étroite que le conducteur et le chargeur devaient presque se coller pour manœuvrer. L'air saturé d'odeur de métal chauffé témoignait du rythme imposé à l'équipe. Personne ne comptait les heures. La Roumanie dépendait désormais de cette création improbable. Au début de l'été 1943, le premier exemplaire se tenait enfin sur ses chenilles. Une machine rude, anguleuse, sans la moindre fioriture. Mais elle respirait la détermination d'un pays acculé. On la baptisa officieusement M0, signe qu'elle représentait une tentative, non une certitude. Pourtant,
lorsque les ingénieurs la virent avancer pour la première fois, ils comprirent que l'histoire venait peut-être de basculer. Le tir d'essai aurait lieu quelques semaines plus tard. Et si la machine survivait à ce moment précis, alors la Roumanie pourrait, pour la première fois depuis des mois, entrevoir une issue qui ne dépendait ni de Berlin, ni du hasard du front. Lorsque le prototype, encore recouvert de traces de soudure fraîche, fut transporté sur le terrain d'essai de Sudici, personne dans l'équipe n'avait la certitude qu'il survivrait à la moindre mise à feu. La chaleur estivale écrasait la plaine, et chaque pas soulevait une poussière épaisse qui se collait aux chaussures des officiers venus observer cet instant décisif. L'engin, immobile sur la terre sèche, paraissait minuscule face à l'immensité du champ. Pourtant, l'atmosphère vibrait d'une tension presque palpable, comme si le moindre souffle pouvait décider du destin du projet entier. Les opérateurs prirent place dans la cabine étroite. Le bruit métallique du verrouillage de la trappe résonna jusqu'au rang des observateurs. À l'intérieur, l'espace était si réduit que les mouvements de l'un empêchaient presque ceux de l'autre. Le conducteur posa sa main sur les leviers, le chargeur glissa l'obus dans la chambre avec un effort qui fit gémir la structure. Dehors, les officiers reculaient instinctivement de quelques pas, incapables de chasser la pensée que la machine pouvait exploser sous l'effet de la pression interne. Le signal fut donné. Le canon tonna, projetant une onde de choc qui fit vibrer les vitres du petit bâtiment d'observation. Un nuage de poussière monta si haut qu'il obscurcit un instant la cible. Lorsque l'air se dissipa, on aperçut le panneau de métal frappé par le projectile. Un trou net, parfaitement circulaire, révélait la puissance impressionnante du tir. Mais tous les regards se tournèrent aussitôt vers l'engin lui-même. Il était toujours debout. Pas de tôle arrachée, pas de rupture flagrante dans la structure. Quelques secousses, une légère déformation de la suspension, mais l'ensemble tenait. Ce moment de soulagement fut bref. Constantin Guirla nota aussitôt des signes inquiétants. Le support du canon, malgré son apparente robustesse, avait encaissé une contrainte supérieure à ce que les calculs initiaux prévoyaient. Les boulons vibraient encore, marquant un léger jeu qui, répété plusieurs fois en situation de combat, deviendrait une faiblesse fatale. L'équipe, stimulée par le succès partiel, entreprit immédiatement de renforcer la structure. Personne ne se berçait d'illusions. Si l'engin voulait devenir réellement opérationnel, il ne pouvait dépendre d'un miracle technique lors de chaque tir. Au cours des semaines suivantes, l'atelier improvisé se transforma en un véritable laboratoire d'innovation. Les ingénieurs repensèrent les renforts, modifièrent la géométrie intérieure des plaques et ajustèrent les soudures couche après couche. Chaque amélioration donnait lieu à de nouvelles interrogations. Le moteur d'origine, déjà trop sollicité, peinait à offrir les accélérations nécessaires pour des manœuvres d'évitement rapides. Sur terrain accidenté, la machine semblait essoufflée, comme si son cœur mécanique refusait de suivre la vision de ses concepteurs. Les essais de mobilité devinrent une obsession. L'engin devait être plus qu'une plateforme pour canon. Il devait se placer, frapper et disparaître avant que les blindés adverses n'aient le temps d'aligner leurs tirs. Lors d'une séance particulièrement éprouvante, l'équipe constata que la machine avait tendance à s'enfoncer dans les sols meubles, conséquence directe du poids concentré sur l'avant. Des solutions furent proposées, rejetées, reprises, modifiées. Le rythme de travail ne laissait aucune place à l'erreur. L'arrivée des prototypes suivants changea radicalement l'atmosphère. Le M1, doté d'une suspension renforcée, offrait enfin une stabilité acceptable lors des tirs répétés. Le M2, revêtu de plaques frontales mieux inclinées, présentait un profil plus difficile à atteindre pour un tireur adversaire. Le M3, avec sa superstructure améliorée, témoignait d'une audace nouvelle. L'équipe ne se contentait plus de résoudre des problèmes, elle anticipait désormais les exigences du champ de bataille moderne. Chaque présentation devant les représentants militaires devenait un spectacle savamment orchestré. Les officiers, d'abord sceptiques, se surprenaient à croire à l'avenir de cette arme née presque de rien. Ils voyaient en elle une chance inattendue de rétablir un équilibre perdu depuis longtemps. Les essais démontraient que l'engin pouvait adopter des positions dissimulées avec une facilité déconcertante. Sa silhouette basse, un atout imprévu, lui permettait de se fondre dans des fossés, derrière des tertres ou dans les creux du terrain. Pourtant, malgré ces progrès,
le manque de puissance du moteur restait un obstacle majeur. Les ingénieurs savaient qu'un remplacement serait indispensable si l'on voulait pousser la machine à son plein potentiel. Les discussions en coulisses évoquaient déjà la possibilité d'utiliser des moteurs étrangers, mais rien n'était encore officialisé. L'équipe poursuivait donc son travail avec une détermination silencieuse, consciente que chaque jour gagné pouvait offrir une chance supplémentaire à l'armée roumaine de reprendre l'initiative. À l'automne 1943, les 3 prototypes alignés dans la cour de l'usine présentaient un spectacle inédit. 3 silhouettes semblables dans leur ligne générale, mais différentes dans les détails qui reflétaient les tâtonnements, les corrections, les sauts d'audace. Pour la première fois depuis le début du conflit, les responsables militaires roumains contemplaient une arme dont ils pouvaient revendiquer chaque boulon, chaque soudure, chaque idée. Et ce n'était que le début. Une démonstration décisive approchait, celle qui déterminerait si le projet vivrait ou mourirait dans l'ombre des ateliers. Lorsque les 3 prototypes furent enfin prêts à être présentés devant les plus hauts responsables militaires, l'atmosphère au sein de l'équipe avait changé. L'angoisse des débuts laissait place à une tension plus sourde, celle qui accompagne les projets dont l'avenir se joue en quelques heures. Le terrain d'essai avait été réaménagé spécialement pour cette démonstration. Obstacles artificiels, tranchées, cibles blindées et zones de tir en enfilade. Rien ne devait laisser croire que les ingénieurs voulaient embellir la réalité. Ce jour-là, il s'agissait de prouver que la machine méritait sa place au front. La délégation arriva en fin de matinée. Au centre du groupe, Ion Antonescu lui-même, silhouette rigide, visage fermé mais attentif. À ses côtés, des officiers techniques, des représentants de l'industrie et plusieurs observateurs étrangers venus jauger discrètement les ambitions roumaines. L'apparition du maréchal au pied des prototypes créa un silence compact. Il détailla les engins du regard, comme s'il cherchait à déterminer lequel des 3 finirait par tracer le destin de l'armée. Dirla prit la parole le premier. D'une voix maîtrisée, il expliqua les différences entre les modèles, insistant sur les solutions apportées aux problèmes rencontrés au fil des tests. Antonescu, les mains derrière le dos, hocha la tête sans interrompre. Ce n'est qu'au moment où l'ingénieur mentionna l'idée d'abandonner définitivement l'ancien canon soviétique qu'une étincelle d'intérêt traversa les yeux du dirigeant. L'équipe avait en effet préparé une surprise majeure. Parmi les pièces présentées se trouvait le tout nouveau canon roumain conçu à Rešica, une arme aux performances suffisamment impressionnantes pour rivaliser avec les standards allemands. La démonstration commença par une série de manœuvres. Le premier prototype franchit un fossé d'un seul élan, tandis que le deuxième gravit un talus abrupt avec une assurance que personne n'aurait imaginé quelques mois plus tôt. Les chenilles mordaient la terre avec une régularité presque élégante. Les officiers se consultaient à voix basse, stupéfaits par l'agilité inattendue de ces engins qui, malgré leur généalogie chaotique, donnaient une impression de cohérence nouvelle. Puis vint le moment que tous attendaient. La mise à feu du canon de Rešica monté sur le 3e prototype, le plus perfectionné. Le chargeur introduisit un projectile, verrouilla le mécanisme, puis se recula. Les spectateurs retinrent leur souffle. Lorsque la détonation éclata, un souffle brutal traversa l'esplanade. Le tir frappa la plaque blindée placée à plusieurs centaines de mètres et y creusa une entaille profonde. Antonescu esquissa un rictus approbateur, rare signe de satisfaction chez lui. La cadence de tir étonna même les techniciens allemands de passage, qui n'avaient pas anticipé une telle efficience. Les comparaisons ne tardèrent pas à fuser. Certains officiers murmurèrent que cette arme surclassait même certains modèles allemands utilisés sur le front. Le maréchal, toutefois, ne se laissa pas emporter. Il demanda à assister à une simulation d'embuscade. Le prototype désigné quitta aussitôt la ligne et se glissa dans une dépression du terrain. Disparaissant presque entièrement derrière une butte, il pivota, plaça son canon et attendit le signal. Une cible mobile fut lancée. En un éclair, la pièce tira. Le projectile frappa exactement au point visé. L'idée d'un chasseur de chars légers, conçu pour frapper à partir de positions invisibles, prenait soudain une dimension tangible. La délibération qui suivit fut courte mais intense.
Autour d'une table improvisée, les conseillers techniques défendirent l'idée d'un passage immédiat en pré-production. Quelques voix discordantes exprimèrent des inquiétudes quant à la capacité industrielle du pays, aux risques liés aux moteurs encore imparfaits, au coût de remplacement des pièces importées. Mais ces objections, bien qu'importantes, pesaient peu face à la perspective de renforcer les lignes roumaines avec une arme pensée spécifiquement pour les réalités du front oriental. Antonescu trancha. Il se tourna vers Ghirla, lui annonça que le projet recevait un appui officiel et que des moyens supplémentaires seraient débloqués. Une décision lourde de conséquences venait d'être prise. La Roumanie allait tenter de produire, à grande échelle, son propre chasseur de chars, symbole d'une autonomie technique rarement atteinte auparavant. Les applaudissements discrets des ingénieurs masquaient toutefois une inquiétude persistante. Le soutien du maréchal offrait certes une chance unique, mais il impliquait également une surveillance accrue, des contraintes de délai drastiques et une pression politique considérable. Pour réussir, il devrait réorganiser les usines, recruter de nouveaux ouvriers et intégrer une rigueur industrielle qui leur manquait parfois. Les semaines qui suivirent confirmèrent cette intuition. Des inspecteurs envoyés par l'état-major commencèrent à fréquenter quotidiennement les ateliers. Des rapports furent exigés pour chaque modification, chaque test, chaque incident. Ce contrôle intensif aurait pu paralyser l'ensemble du programme, mais l'équipe fit bloc. Les discussions se poursuivaient tard le soir, les schémas étaient revus ligne par ligne, les prototypes démontés puis remontés. Le projet prenait une ampleur que personne n'aurait imaginée au moment où l'on récupérait des coques de T-60 abandonnées. À mesure que les plans de production se précisaient, une question se posa avec une acuité nouvelle. Où trouver les moteurs qui permettraient à la machine de libérer tout son potentiel? Les ateliers roumains n'avaient pas les capacités nécessaires. Se tourner vers l'Allemagne devenait incontournable. L'état-major commença à envisager une délégation envoyée à Berlin, chargée d'ouvrir les négociations. L'avenir du programme dépendait désormais de ce dialogue délicat. Une étape décisive se préparait. Le destin du chasseur de chars roumain allait bientôt se jouer au-delà des frontières du pays. Lorsque la décision fut prise d'envoyer une délégation technique en Allemagne, l'équipe comprit que le projet venait d'entrer dans une phase entièrement nouvelle. Ce n'était plus seulement une expérience locale, un effort presque artisanal pour combler un vide sur le front. Désormais, le futur du programme dépendait d'un dialogue avec un allié puissant mais exigeant, dont chaque geste pouvait accélérer ou briser l'élan des ingénieurs roumains. L'atmosphère dans l'atelier changea. Les ouvriers travaillaient avec une concentration renouvelée, conscients que chaque détail présenté à Berlin reflèterait le sérieux du projet. La délégation, composée de 2 officiers et d'un ingénieur principal, arriva dans la capitale du Reich après un long voyage marqué par des contrôles incessants. L'accueil fut formel, presque froid, mais les Allemands montrèrent rapidement un intérêt surprenant lorsque les plans du prototype furent déployés sur une grande table illuminée par une lampe articulée. Les lignes tendues du châssis, la silhouette basse de la superstructure et l'intégration du canon de Reschitsa attiraient les regards. Les ingénieurs allemands échangeaient des commentaires à voix basse, manifestement intrigués par la manière dont la Roumanie avait su adapter du matériel récupéré pour en tirer une machine au potentiel réel. Une visite d'usines allemandes fut organisée. Les Roumains découvrirent une mécanique industrielle bien différente de la leur, chaîne de montage en cadence stricte, atelier spécialisé pour chaque composant, contrôle de qualité millimétré. À mesure que les démonstrations avançaient, l'un des ingénieurs allemands posa une question directe. La Roumanie serait-elle capable d'adopter un moteur produit par les usines du Reich, plus puissant et mieux adapté aux exigences d'un chasseur de chars moderne? La remarque n'était pas innocente. Elle impliquait une coopération, certes, mais aussi une dépendance. Pourtant, l'avantage stratégique était indéniable. Sans une motorisation plus vigoureuse, la machine roumaine resterait bridée. Les discussions se prolongèrent tard dans la nuit, ponctuées de verres de café noir et de feuilles couvertes de chiffres. Les Allemands évoquèrent même l'idée d'un programme parallèle, développer un engin propre à leurs besoins en s'inspirant du concept roumain. Lorsque les Roumains quittèrent Berlin, ils emportaient avec eux une double certitude. La première, le Reich approuvait le principe d'un chasseur de chars léger et compact. La seconde,
Cette approbation signifiait que leurs idées seraient scrutées, reformulées, peut-être même réappropriées. Rien n'était dit explicitement, mais l'ombre d'un projet germano-roumain planait déjà sur les discussions. À l'usine, les semaines suivantes furent marquées par une frénésie presque fébrile. Les ingénieurs intégrèrent les recommandations reçues, renforcèrent certains éléments structurels et modifièrent la disposition interne de la cabine. Les prototypes M5 et M6 commencèrent à prendre forme, chacun incorporant une série de raffinements techniques. Système de ventilation amélioré, optique repositionnée, blindage frontal retravaillé pour optimiser les angles de ricochet. L'équipe ne ménageait ni son énergie ni ses nuits. Le projet franchissait un seuil, gagnant en maturité ce qu'il perdait en improvisation. Pendant ce temps, les Allemands, désormais pleinement conscients de la viabilité du concept, lançaient leur propre programme inspiré des travaux roumains. Les ateliers d'Alket et de BMM travaillèrent sur un châssis tchécoslovaque bien maîtrisé, cherchant à obtenir une machine compacte, facile à produire en grande quantité. Les ingénieurs allemands modifièrent la philosophie d'ensemble, privilégiant une silhouette encore plus basse et un blindage judicieusement incliné. Ce travail donna naissance à un engin promis à une carrière retentissante, un chasseur de chars rapide à construire, difficile à détecter et étonnamment stable au tir. Les premières rumeurs parvinrent rapidement à Bucarest. On parlait d'un véhicule doté d'un canon de 75 mm, monté dans une casemate à profil anguleux, conçu pour des embuscades meurtrières. Les ingénieurs roumains n'en furent ni vexés ni surpris. Ils savaient que dans le jeu complexe des alliances, l'appropriation d'idées n'avait rien d'exceptionnel. Ce qui les préoccupait davantage, c'était de maintenir le cap, de faire en sorte que l'original ne soit pas éclipsé par sa version allemande. Dans ce contexte, les M5 et M6 furent assemblés avec une rigueur inédite. Chaque nouveau test donnait des résultats encourageants. Meilleure pénétration des tirs, réactivité accrue du châssis, maniabilité supérieure sur terrain irrégulier. Le canon de Rechitsa, désormais parfaitement intégré, prouvait qu'il pouvait rivaliser avec les meilleures pièces de campagne du continent. Les officiers invités aux essais observaient la scène avec un intérêt renouvelé. La réputation du programme montait, discrète mais solide. La pression industrielle, cependant, devenait plus pesante. Il fallait mettre en place des chaînes de montage adaptées, former du personnel, coordonner les livraisons de pièces. Les dirigeants de l'usine savaient que le moindre retard pourrait compromettre l'ensemble du calendrier. Les bombardements alliés, de plus en plus fréquents, rendaient chaque journée plus incertaine. Les sirènes d'alerte forçaient régulièrement les ouvriers à interrompre le travail et à se réfugier dans les abris, avant de revenir aux machines avec une détermination presque obstinée. La Roumanie avançait malgré tout. Le soutien politique était intact, les ingénieurs tenaient la cadence et les premiers documents de pré-production circulaient déjà entre les départements. On parlait même d'un premier lot d'engins attendu avant la fin de l'année. Objectif ambitieux, mais pas irréalisable si les conditions demeuraient stables. Mais rien n'était stable en 1944. Et l'équipe du programme ignorait encore que les événements politiques allaient bouleverser tout ce qu'ils avaient construit. La nouvelle atmosphère dans les ateliers de Rogifère, après le changement brutal d'alliance et la confusion politique, ressemblait à une tension électrique suspendue dans l'air. Les ouvriers continuaient à monter les derniers éléments du prototype M05, mais chacun savait que la moindre décision venue de Bucarest pouvait transformer leur travail en ruine ou en mission stratégique de première importance. Ce qui dominait surtout, c'était la conscience que le temps, déjà rare pendant les années précédentes, s'était réduit à une mince pellicule prête à se déchirer sous le poids des événements. Les ingénieurs, désormais privés de leurs anciens partenaires allemands, devaient compter uniquement sur leurs propres calculs, sur leur mémoire technique et sur une détermination presque obstinée à achever ce qu'ils avaient commencé. Lorsque les premiers grands convois soviétiques approchèrent de Bucarest, le bruit se répandit dans les ateliers comme une traînée de poudre. Nul ne savait si l'armée rouge considérait le projet Marshall comme une menace potentielle, un outil réutilisable ou simplement un trophée industriel parmi d'autres. Pourtant, le travail ne cessa pas. Dans la grande halle principale, l'équipe finale installait déjà les systèmes de visée et les panneaux frontaux du M05.
L'odeur du métal chauffé emplissait l'air, mêlée à celle de la graisse mécanique et du bois des caisses de munitions empilées au fond du hangar. Malgré la fatigue accumulée, les doigts des ouvriers se déplaçaient avec une précision presque mécanique, comme s'ils savaient qu'ils étaient en train d'assembler l'unique symbole d'un rêve national prêt à disparaître. Le matin du 26 octobre 1944, un grondement de moteur retentit à l'entrée de Rogifer. Une colonne de camions soviétiques accompagnés d'officiers, descendus directement des unités de supervision du matériel de guerre, faisait route vers les ateliers. Leur arrivée ne ressemblait pas à une inspection ordinaire. Les silhouettes rigides des soldats, leur regard méthodique, tout indiquait une opération dirigée et préparée à l'avance. Dans les minutes qui suivirent, les portes furent ouvertes sous ordre, et un groupe d'experts soviétiques se dispersa dans les halls, examinant chaque machine avec l'expression froide de ceux qui évaluent un butin. Devant le prototype M05, encore couvert de marques de craie et de repères d'assemblage, un des ingénieurs soviétiques resta longuement immobile. Il passa sa main sur la paroi inclinée de la superstructure, observa les soudures récentes, puis leva les yeux vers le canon Rechitsa monté avec soin. Son visage ne trahit aucune émotion, mais ses gestes précis laissaient entendre qu'il comprenait pleinement ce qu'il avait devant lui. Derrière lui, les ouvriers roumains retenaient leur souffle, comme si le destin du véhicule dépendait d'une seule appréciation silencieuse. Au bout de quelques instants, l'homme fit un signe bref. Il n'y eut aucune discussion. Le prototype devait être saisi, tout comme les éléments déjà prêts pour la première série. Les ordres furent appliqués sans délai. Des équipes soviétiques démontèrent les outils, inventorièrent les éléments et ordonnèrent le chargement sur des wagons stationnés derrière l'usine. Les ingénieurs roumains, observant ce transfert irréversible, restaient debout, incapables d'intervenir. Pour eux, chaque caisse emportée, chaque plan retiré des bureaux représentait des mois de calcul, de nuits blanches et d'espoir porté jusqu'à la dernière minute. Le silence qui enveloppa l'atelier après le départ du convoi semblait presque funèbre, comme si la disparition du prototype avait aspiré l'énergie même du lieu. Le M05 quitta Rogifer sans jamais avoir combattu, accompagné des dossiers techniques qui racontaient toute son évolution. Nul ne sut où il fut transporté, ni ce qu'il devint une fois arrivé sur le territoire soviétique. Certains avancèrent l'idée qu'il fut démonté pour une analyse complète. D'autres imaginèrent qu'il resta entreposé dans un dépôt militaire avant de disparaître dans les recyclages massifs de l'après-guerre. Aucun document connu n'a permis d'en confirmer le sort, mais l'absence même de traces contribua à faire du Marshall une énigme historique, un éclat brillant d'inventivité nationale, effacé trop vite par la géopolitique. Après la confiscation, l'équipe de Constantin Giulai fut dissoute sans cérémonie. On leur attribua de nouveaux postes dans l'industrie civile ou dans l'enseignement technique, mais nul ne leur demanda plus jamais de concevoir une machine de guerre. Leur projet, pourtant sur le point d'entrer en production, s'évanouit dans un silence administratif, comme si l'on voulait effacer toute mémoire de l'ambition militaire roumaine de ces années-là. Le plus amer pour ces ingénieurs fut de constater que leurs idées survivaient ailleurs. Lorsque les nouvelles de l'utilisation massive du Hetzer parvinrent en le pays, plusieurs reconnurent, sans pouvoir l'avouer publiquement, les concepts qu'ils avaient eux-mêmes défendus bien avant que l'Allemagne ne s'en empare. Ainsi se termina l'histoire du Marshall. Une machine née de la nécessité, façonnée par l'ingéniosité locale et destinée à un avenir qui lui fut retiré avant même de commencer. Ce qui aurait pu devenir la première série d'armes automotrices conçues et fabriquées en Roumanie demeura au stade d'un projet brillant, interrompu par le cours implacable des événements. Pourtant, le simple fait que ce véhicule ait existé, qu'il ait fonctionné, qu'il ait impressionné ses propres alliés et surpris des ingénieurs étrangers, reste une preuve silencieuse de ce que ce petit pays aurait pu réaliser s'il avait disposé de plus de temps et de stabilité. Si vous avez apprécié cette histoire et souhaitez en découvrir d'autres sur des machines oubliées, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de soutien. À très bientôt pour un nouveau récit.